Deschu pour ces magnifiques exemples. Effectivement, on enchaîne tout de suite avec toi, Nicolas, qui va nous parler d'allègement de structure et de plantes et de recherche et d'algorithmes. Et tu vas nous expliquer en substance que les plantes pourraient donner des cours de maths à Cédric Villani. C'est quand même étonnant, ça. Je ne vais pas aller si loin. Merci Alain pour cette introduction. Quelques mots en complément. In situ Architecture est un cabinet d'architecture tenu par deux architectes associés, Jérôme Lanissi et moi-même. Donc je suis architecte des PLG, mais j'ai également une formation de botaniste au Muséum national d'histoire naturelle. Nous travaillons sur des programmes très variés, à des échelles différentes, habitat, bureaux, équipements, principalement en France, mais également à l'étranger. In situ Architecture est lauréat du prix grand public de l'architecture en 2010 et en 2016 du prix européen 40 architectes, moins de 40 ans. Alors pour nous, l'aventure du biomimétisme a commencé il y a une dizaine d'années. C'est une histoire de famille, puisque, je veux bien qu'on revienne à la diapo, pardon, parce que je vais présenter RDP en partenariat sur la slide. C'est une histoire de famille puisque mes recherches sont le fruit d'échanges avec mon frère Teva Vernou, qui est docteur en biologie et qui dirige le laboratoire RDP, Recherche et Développement des Plantes, qui est un des laboratoires de l'École normale supérieure de Lyon, affilié au CNRS. Le laboratoire RDP est un des leaders mondiaux en analyse interdisciplinaire du développement des plantes. Alors, au fil de nos discussions, nous avons construit une réflexion transversale entre architecture et biologie végétale. Et je vous propose deux exemples de recherche accompagnés d'applications en cours d'étude ou réalisées. Alors j'ai quelques notes parce que je vais vous faire revenir sur des modèles biologiques. Le premier exemple explore le potentiel d'une structure maillée type polygonale dont le nid d'abeille est le motif le plus connu. Sauf que le nid d'abeille est une structure régulière. Nous nous y intéressons car c'est un motif biologique que l'on retrouve à toutes les échelles du vivant. Ainsi, en haut à gauche de l'écran, nous voyons un agencement de cellules chlorophylliennes vues au microscope électronique. L'image suivante, au milieu, nous montre le détail à la loupe d'une surface de feuilles d'arbre. Entre les nervures, en arborescence, le tissu est formé de polygones. L'image suivante, en haut à droite, nous montre le détail d'un squelette calcaire de corail. L'image en bas, à gauche, nous présente un poisson-coffre, dont la peau est formée d'écailles polygonales, dont le motif géométrique est doublement repris par sa pigmentation. L'image suivante, au milieu, en bas de l'écran, nous montre la carapace d'une tortue. Je m'arrête là. Évidemment, il y a beaucoup d'autres exemples, mais ces 5 premières images montrent la diversité d'utilisation du motif polygonal dans le vivant. Ce motif, il a été modélisé à la fin du 19e siècle par un mathématicien russe qui s'appelle Georgi Voronoï, sous le nom connu de diagramme de Voronoï. Il a donné naissance à la fin du 20e siècle, avec le développement de l'informatique, à un nombre très important d'applications. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la physique des matériaux. La structure maillée de type polygonal est dans certaines conditions plus résistante que si elle était faite avec le même matériau plein. De fait, il y a une véritable économie de matière. Nous voyons en bas à droite de l'écran le principe d'abstraction du motif biologique en modèle mathématique. Alors, dans le domaine du bâtiment, les applications sont encore peu nombreuses, ou du moins très formalistes, ou en tout cas associées à une mise en œuvre très high-tech. Nous nous intéressons à cette structure, à la structure polygonale, pour ses propriétés à la fois mécaniques, mais surtout d'économie de matériaux et de facilité d'approvisionnement. Par rapport à une structure standard de type balloon frame, tel qu'on le voit en haut à gauche de l'écran, c'est un mode de construction qui date du 19e siècle et qui est encore aujourd'hui le mode de construction le plus répandu en ossature bois. La structure polygonale représente une économie de matériaux de plus de 50%. Je ne veux pas faire un concours avec mon voisin, mais on arrive aujourd'hui, et c'est quelque chose qui se développe énormément dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique, à avoir des économies de matériaux qui dépassent les 50%. L'image suivante, au milieu, en haut de l'écran, montre la transformation du même volume en structure polygonale.
La structure est assemblée avec des bois de faible longueur, manipulables par une seule personne et qui peuvent être issus de la filière du réemploi et du recyclage. C'est ça qui nous intéresse particulièrement. Comment faire du low-tech avec une conception high-tech. En haut à droite de l'écran, une étude en cours de surélévation d'un immeuble de bureaux en milieu urbain. La structure, en plus d'impliquer une économie de matériaux, assure une plus grande légèreté, ce qui est particulièrement intéressant pour les opérations de surélévation, qui est un enjeu de la ville de demain. Comme vous avez pu le constater en entrant, nous avons réalisé un prototype de cette structure non standard. Elle a été conçue à l'aide d'un logiciel paramétrique qui a été couplé à un algorithme d'optimisation topologique. La plupart des pièces sont recyclées et ont été débitées avec une fraisise numérique à 3x, à côté dans un Fab Lab parisien. L'installation est incomplète, volontairement, car elle sera présentée en entier le 23 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Deuxième exemple de recherche, je m'arrêterai là. Le deuxième exemple utilise l'organisation spatiale et géométrique des plantes. Dans la plupart des cas, les feuilles d'une plante se répartissent sur la tige selon une organisation en spirale. Je parle sous la gouverne de mon voisin. Tel que le montre l'image en haut à droite de l'écran, cette organisation permet entre autres d'assurer aux feuilles une exposition optimale à la lumière du soleil. Cette disposition est particulièrement visible chez les plantes grasses, comme l'illustrent les images en haut, au milieu et à droite de l'écran. Grâce au développement du calcul informatique, les biologistes ont pu modéliser cette organisation spatiale, comme le montre le schéma au milieu en haut et en bas à gauche. Cette disposition spatiale en spirale logarithmique se retrouve à plusieurs échelles de la plante. Par exemple, au milieu et à droite en bas de l'écran, un zoom sur un chou romanesco, une fleur de marguerite et une vue au microscope électronique d'un méristème d'ananas. Les plantes nous intéressent particulièrement car elles sont vertueuses en termes d'empreinte et de résilience écologique, alors qu'un bâtiment, c'est tout le contraire. Il est particulièrement polluant. Je tiens à insister sur le fait que la démarche biomimétique en architecture a pour objectif l'optimisation de la matière, des ressources et de l'énergie. L'enjeu est d'utiliser des modèles biologiques, les transposer en architecture pour proposer des solutions durables et écologiques. De fait, transposer cette organisation en spirale dans la conception de bâtiments nous intéresse pour travailler sur la cooptation de la lumière du soleil et son optimisation. La lumière du soleil est une source d'énergie qui a un double intérêt. Un intérêt pour le corps et la régulation de notre biorhythme. Je ne vais pas m'étendre sur les bienfaits de la lumière naturelle. Et un intérêt comme source d'énergie passive pour le bâtiment. La captation du soleil direct permet de réduire les besoins en chauffage d'un bâtiment. Nous avons alors programmé un algorithme cellulaire qui reprend le motif en spirale algorithmique et qui génère des gabarits de bâtiments. En haut à gauche de l'écran, nous voyons un héliodon avec en son centre une parcelle occupée par des gabarits calculés par l'algorithme. L'intérêt de cette démarche réside dans la recherche, bien entendu, de densité, qui est un des principaux enjeux de la ville de demain. En haut à droite de l'écran, la maquette du projet architectural qui correspond aux gabarits générés par l'algorithme. Nous avons couplé les calculs à une simulation thermique dynamique et l'économie de chauffage représente une moyenne de 20%. Le projet se situe en Hauts-de-France et consiste à réaliser environ 70 logements avec des typologies d'appartements variées et modulables. En bas de l'écran, un deuxième exemple d'application, mais sur un site beaucoup plus large, puisqu'il s'agit d'un quartier de ville de 130 hectares occupé par une forêt de pins maritimes. Nous sommes cette fois-ci en Nouvelle-Aquitaine. Comme l'illustre l'image en bas, au milieu de l'écran, les gabarits sont calculés par l'algorithme solaire, en préservant cette fois-ci la majeure partie des arbres. L'urbanisme qui en résulte défend une approche écologique qui conçoit les bâtiments comme une espèce non invasive en équilibre avec l'écosystème préexistant. Enfin, et pour terminer, un exemple de réalisation, le quartier du Coteau à Vitry-sur-Seine que nous avons réalisé et livré pour l'OPH de Vitry-sur-Seine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas pour cette intervention très documentée et argumentée et en même temps avec ce rappel de conviction profonde sur ton approche du
biomimétisme. Estelle, un commentaire? Oui, j'avais une question justement un peu dans la lignée des échanges de tout à l'heure. Est-ce que justement par ta pratique, en ayant travaillé depuis plusieurs années à la frontière de la biologie et de l'architecture, donc en collaborant avec d'autres corps de métier, est-ce que selon toi, le biomimétisme devient un nouvel outil qu'on vient ajouter, ou alors est-ce qu'on est sur vraiment un questionnement profond de toute la pratique architecturale et du processus constructif? Est-ce que ça vient au fond questionner les normes écologiques, notre fonctionnement, ou est-ce que c'est un outil qu'on vient intégrer Quel est ton positionnement par rapport à ça? Alors, je pense, pour répondre brièvement à ta question, je pense que l'architecte a toujours été quelqu'un de curieux et qu'il va puiser son imagination, sa création dans différents domaines. Aujourd'hui, on a un enjeu de société qui est la question écologique d'une ville durable, d'une société durable. Et l'architecte doit se tourner vers la biologie, mais je pense que de façon intrinsèque, l'architecte s'est toujours tourné vers d'autres domaines, que ce soit les domaines artistiques, que ce soit les domaines scientifiques. Il est allé toujours puiser de façon transversale, interdisciplinaire. Donc je pense que c'est un peu inhérent à son métier et qu'aujourd'hui, il va falloir se tourner très clairement vers la biologie parce que la biologie a beaucoup de choses à nous apprendre et que le vivant est une source d'inspiration, un gisement immense. Merci beaucoup Nicolas.